Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur 3 modèles alimentaires qui sont très à la mode actuellement. Le régime paléo, le régime cétogène et le jeûne intermittent. Et on commence tout de suite avec le régime paléo. Alors le régime paléo, ça vient du mot paléolithique, qui est une période de la préhistoire. Il est aussi appelé le régime chasseur-cueilleur. Alors le principe, il est tout simple, c'est de manger comme les hommes préhistoriques avant l'apparition de l'agriculture sur Terre. C'est un régime qui vient du fait qu'on a observé que depuis les années 70, on mangeait beaucoup trop d'aliments industriels, trop d'aliments transformés en usine, je suis plutôt d'accord avec ça, et donc du coup, l'idée c'est de revenir à l'opposé total au moment où l'homme n'était même pas capable de cultiver quoi que ce soit, il se contentait d'aller chasser des animaux et d'aller cueillir sur des arbres sauvages ces aliments. Donc la liste des aliments autorisés, c'est la suivante. Tous les fruits, les légumes, les graines, les noix et équivalents, les protéines animales de viande, donc plutôt viande blanche si possible, mais aussi viande rouge, et les huiles. Et tous les aliments interdits, ça va être toutes les céréales, toutes les légumineuses, tu sais, les lentilles, etc. Tous les aliments transformés, ne serait-ce qu'un tout petit peu, par exemple du blé transformé en farine, c'est pas possible, et tous les produits laitiers. Donc les fromages blancs, les yaourts, le lait, les fromages, etc. Au niveau des bienfaits, alors il faut savoir qu'on a peu d'études sur du long terme. La plupart des études sont des études vraiment sur du court terme, donc on ne sait pas l'impact que ce régime va avoir sur le corps au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En plus, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quand même pas mal d'études qui sont assez orientées, qui sont un petit peu financées par des personnes qui sont déjà convaincues par l'intérêt de ce régime, donc c'est compliqué de faire un petit peu le tri dans tout ça. Mais les études scientifiques prouvent dans un premier temps que ça va aider à avoir une perte de poids assez rapide et que ça peut aider à la prévention des maladies cardiovasculaires. Au niveau des inconvénients, c'est que c'est un régime qui est très restrictif, très compliqué à tenir. Au niveau de la vie sociale, bon bah forcément tu t'en doutes, c'est quasiment intenable. Et c'est surtout vu par les personnes qui ont essayé ce régime comme un régime très monotone, puisque la diversité alimentaire elle est extrêmement limitée et on tourne un petit peu en rond avec toujours les mêmes aliments finalement. Et d'un point de vue santé, le principal problème, c'est un risque de carence, c'est-à-dire un risque de manque de beaucoup d'éléments, de beaucoup de nutriments qui sont très utiles pour ta santé et le bon fonctionnement de ton corps. En plus de ça, c'est un régime alimentaire un petit peu aléatoire. Parce que la période qui couvre, on va dire, le moment où il n'y avait pas d'agriculture sur Terre, ça remonte à 3 millions d'années. Et il y a 3 millions d'années, tu te doutes bien, on savait pas écrire, il n'y avait pas Internet. Donc on n'a absolument aucune connaissance très précise de ce que mangeaient les êtres vivants sur la planète à cette époque. Et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que manger comme les hommes préhistoriques, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais on n'a pas du tout les mêmes modes de vie que les hommes préhistoriques. Je te donne un exemple. Les hommes préhistoriques, quand ils partaient chasser, ça pouvait durer toute une journée, voire même plusieurs jours, qu'ils passaient à courir derrière un bétail, dans l'espoir de pouvoir réussir à le chasser, l'attraper et le ramener sur le camp. Aujourd'hui, ça ne se passe plus du tout comme ça. On était aussi sur des modes de vie qui étaient complètement différents. Il y avait nettement moins de confort, il y avait nettement moins d'habits, il n'y avait pas de chauffage, etc. À part un feu à l'entrée de la grotte, finalement, et encore, il n'y avait rien du tout pour avoir un petit peu de confort. Donc, manger comme les hommes préhistoriques, j'en vois pas trop l'intérêt, puisqu'on n'a plus du tout les mêmes modes de vie qu'eux. En plus de ça, oui, le modernisme poussé à l'extrême, oui, l'alimentation industrielle poussée à l'extrême, c'est un problème, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je vois pas trop l'intérêt de renier absolument toute trace d'évolution positive de l'homme telle que celle de l'agriculture. L'agriculture, c'est génial, si elle n'est pas intensive, si elle est respectueuse de l'environnement, etc., etc. Et puis dans les aliments qu'on met de côté, il y en a quand même certains qui sont excellents pour la santé. Je pense au fromage, je pense au fromage blanc, je pense aux lentilles, je pense aux féculents complets, toutes ces petites choses-là. Et puis je t'avoue que j'ai du mal à comprendre l'intérêt de copier le mode d'alimentation d'une époque où l'espérance de vie, elle devait être de 20 ans ou 25 ans. Je vois pas trop quel est l'intérêt. Aujourd'hui, on a quand même l'avantage de vivre très vieux, plutôt en bonne santé finalement, et ça va continuer dans cette direction. Donc moi, finalement, cette vision un petit peu rétrograde poussée à l'extrême, je la comprends pas trop. Et puis, on n'a aucune idée de à quel point la qualité nutritionnelle des produits actuels peut être comparable à la qualité nutritionnelle des produits de l'époque, même si je pense qu'elle était meilleure à l'époque. Mais il faut aussi bien te rendre compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes besoins. L'homme, avec un grand H, l'être humain, n'est pas du tout le même aujourd'hui que celui qu'il était il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 100 000 ans, 400 000 ans. Par exemple, l'être humain se tient beaucoup plus droit, l'être humain est aussi beaucoup plus grand, largement qu'il y a quelques années. Donc finalement, notre structure au niveau du squelette et au niveau des muscles est entièrement différente. Et puis le climat a changé aussi finalement. Et puis si on regarde finalement vraiment les études scientifiques prouvent qu'il n'y a vraiment pas de lien
entre l'adoption de ce régime paléo et l'amélioration des données sanguines, telles que par exemple les taux de sucre dans le sang ou encore ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est-à-dire à quel point ton corps va efficacement utiliser le sucre comme une source d'énergie plutôt qu'il circule dans ton sang, ce qui peut mener à un surpoids et un diabète avec le temps par exemple. Donc en fait on est plutôt un peu sur des espèces de gourous, on est plutôt sur des personnes qui ont pris un principe qui est vrai, on mange trop industriel, mais ils l'ont poussé dans un extrême qui finalement en fait un modèle alimentaire qui selon moi n'est pas du tout intéressant et encore moins sur du moyen ou du long terme. Deuxième régime alimentaire, cette fois on parle du régime cétogène. Alors c'est un régime qui a été imaginé il y a à peu près une centaine d'années, qui à la base a été créé pour éviter les crises d'épilepsie chez certains patients. Même si finalement quand on regarde un petit peu les études et les recherches qui avaient été faites à l'époque, il n'y a quasiment aucun argument qui fait le lien entre régime cétogène et épilepsie. C'était un peu une lubie d'un médecin qui a mis ça en avant et qui a regardé ce que ça donnait. Le principe, il est super simple. Ne pas manger de sucre du tout. Zéro sucre. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça va faire que votre foie n'aura pas d'autre solution que d'utiliser les graisses que vous allez manger, mais aussi les graisses que vous avez stockées dans votre corps, pour fabriquer de l'énergie. Le fait d'utiliser le gras comme unique substrat énergétique, c'est ce qu'on appelle une cétose. On rentre en cétose. Donc finalement, on va avoir derrière ce mot de régime cétogène. On va avoir un petit peu un diktat, on va avoir des règles très précises dans le régime cétogène. Le principe, c'est de faire en sorte que 80 à 85% des aliments que vous mangez soient du gras, à peu près 10 à 15% des protéines, et entre 0 et 5%, mais le but c'est vraiment d'arriver à 0 en sucre. Donc au niveau des aliments autorisés, on va avoir tous les légumes qui ne contiennent pas du tout de sucre, les produits laitiers les plus gras, notamment les fromages, la viande, le poisson et les œufs, et bien évidemment, tu t'en doutes, tout ce qui est super gras, ça veut dire les matières grasses, le beurre, l'huile, la mayonnaise, ce genre de choses. A l'inverse, tous les fruits sont interdits, tous les féculents aussi, que ce soit des céréales, des produits à base de farine, mais des légumineuses, comme les lentilles, etc. Parce que ça contient certes des sucres lents, mais c'est considéré comme sucre. Tous les légumes qui contiennent un tout petit peu de sucre sont interdits aussi. Je pense à la carotte, je pense au panais, je pense à la betterave. En gros, à part du chou et des poireaux, il n'y a pas grand-chose d'autorisé ici. Et bien évidemment, toutes les sucreries et tous les alcools, puisque ça contient bien sûr du sucre. Donc la liste des aliments, elle est vraiment très courte en matière d'aliments autorisés, et au niveau des effets, on va noter une perte de poids assez phénoménale. Et en plus de ça, une perte de poids assez paradoxale, puisque finalement tu te retrouves à manger des bouts de beurre, du fromage et des tranches de saucisson toute la journée, et tu perds du poids de manière vraiment assez importante. On peut compter des pertes de poids qui vont jusqu'à 10 kg par mois. Les fans du régime cétogène mettent aussi en avant une énergie beaucoup plus importante au quotidien, notamment au réveil, c'est-à-dire qu'on va se réveiller tout de suite en forme, on va plus vite rentrer dans sa journée. Et ils mettent aussi en avant, mais encore une fois les études scientifiques sont très rares, un modèle alimentaire qui permettrait de lutter contre toutes les maladies chroniques et particulièrement les cancers. Alors, si tu veux mon avis, moi je suis pas du tout fan du régime cétogène et je vais t'expliquer pourquoi. Bien sûr, l'observation de base, elle est plutôt intéressante. Oui, on consomme dans les pays occidentaux tels que la France trop de sucre et trop de mauvais sucre. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et pour perdre du poids, pour être en bonne santé, pour limiter les maladies chroniques, oui, il faut que l'on consomme moins de sucre et moins de sucre de mauvaise qualité. Mais encore une fois, on est sur un principe alimentaire qui a poussé ce constat à l'extrême. On est passé de on consomme trop de sucre à on en consomme absolument plus du tout. Et même les sucres naturels, c'est-à-dire les sucres qu'il peut y avoir dans le fruit, des sucres qu'il peut y avoir dans une carotte, des sucres qu'il peut y avoir dans du miel, qui sont des aliments qui sont absolument essentiels pour que tu sois en parfaite santé. Il faut aussi bien cerner que si le régime cétogène est à la mode, c'est aussi dû à un reportage qu'il y a eu sur Netflix, qui je crois s'appelle The Magic Pill. Le principe de ce reportage, c'était de prendre des enfants américains atteints de troubles de santé assez forts, par exemple de l'autisme. On prenait ces enfants, on se rendait compte qu'ils consommaient 1 litre de coca par jour, des bonbons par poignée, etc. Et on les a fait adopter un mode alimentaire cétogène. Et on s'est rendu compte que leurs troubles de santé, les crises d'épilepsie, mais aussi les petites pulsions que les autistes peuvent avoir parfois, avaient nettement diminué. Et donc de ce constat, il y a des personnes qui ont vu ce documentaire, qui se sont dit « Ok, c'est bon, je suis nutritionniste, je vais me lancer dans le régime cétogène. » Non, ça marche pas du tout comme ça. Parce que finalement, il faut toujours garder en tête qu'il y a peut-être plusieurs facteurs qui sont responsables de l'amélioration des crises de ces enfants. Et puis peut-être que aussi il faut se rendre compte qu'il n'y a aucune surprise. C'est-à-dire vous passez d'un enfant qui consomme 1,5 litre de coca par jour, 50 grammes de bonbons, que des aliments transformés, à une alimentation où pour le coup on a quand même des aliments plutôt naturels et des aliments qui contiennent beaucoup moins de sucre. Donc, de là à se dire que c'est le régime cétogène qui est responsable, je ne pense pas du tout, et de là en tirer des généralités pour en faire un modèle alimentaire qu'on essaye de transmettre à la planète entière, je pense que c'est quelque chose de dangereux.
Bon, bien sûr, tu l'auras aussi bien évidemment compris, c'est un modèle alimentaire très restrictif et en fait la chasse au sucre devient vraiment une obsession. Il est très difficile de tenir ce régime puisque ton corps et surtout ton cerveau ne va faire que de te rappeler de manger du sucre. Donc tu vas être toujours un petit peu en lutte vis-à-vis de toi-même pour ne surtout pas craquer. Crois-moi, la quasi-totalité des gens craquent. Le problème, c'est que quand il y a un craquage qui se fait, il ne se fait pas de manière modérée. On a une reprise des kilos absolument phénoménale et bien plus que ce que tu auras perdu à la base. Et en plus de ça, on va avoir des personnes qui vont vraiment se jeter sur le sucre. Ça veut dire que par mégarde, ils vont manger, j'en sais rien moi, une cuillère de miel et d'un coup, ils vont complètement péter un plomb et ils vont se resucrer d'une manière presque animale qui d'extérieur peut parfois faire un peu flipper. Alors bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, là je tire vraiment des grandes généralités, mais quand même c'est vraiment ce que les études scientifiques nous disent et ce que je constate moi au quotidien en consultation. Par rapport à ta santé, les études scientifiques prouvent que le régime cétogène est quelque chose qui est très dangereux parce qu'il va largement augmenter ton risque de faire des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Faire la chasse au sucre comme ça en permanence, ça va créer un petit blocage dans ton cerveau qui sur du long terme, crois-moi, va faire un sacré paquet de dégâts. Au niveau des maladies chroniques, il n'y a pas d'argument clair qui prouve qu'il y a un impact efficace sur la santé. Même une maladie comme le diabète, type 1 ou type 2, qui est quand même une maladie qui est liée au sucre, on se rend compte que de passer sur le régime cétogène, ça ne fait rien de positif. Et ensuite, bien évidemment, on va avoir énormément de carences, parce que les aliments que je t'ai cités, par exemple les fruits et les légumes, certes contiennent un tout petit peu de sucre naturel, mais pas que. Aussi beaucoup d'antioxydants, des pigments, des fibres, des vitamines, dont tu vas cruellement manquer en adoptant ce type de régime alimentaire. Et puis tu risques aussi de flinguer complètement la santé de tes intestins, de ce qu'on appelle ton microbiote, puisque tu as certaines bactéries dans ton ventre qui se nourrissent de ce fameux sucre. Donc le bilan de tout ça, il est à peu près le même que sur le régime paléo. Oui, le constat de base, il est très intéressant. Oui, on consomme trop de sucre, mais on l'a poussé dans un extrême qui fait de ça un modèle alimentaire dangereux. Allez, on termine par quelque chose dont tu as certainement entendu parler, c'est le jeûne intermittent. Le principe, il est assez simple, c'est de faire en sorte de ne pas manger pendant une période assez longue et du coup de prendre ton alimentation sur une période beaucoup plus courte. Le modèle de base, c'est de ne pas manger pendant 16 heures et de manger pendant uniquement 8 heures, mais on a des modèles qui poussent ça dans un extrême encore plus important, où on va avoir 23 heures par jour où on ne mange pas et où on a le droit de manger seulement sur une période d'1 heure. Généralement, les adeptes de ce modèle alimentaire ne mangent pas du tout le matin, ni petit déjeuner, ni collation, et ne mangent pas du tout l'après-midi et le soir, ni goûter, ni dîner. Donc tout se passe le midi. À la base, le jeûne, je pense que c'est quelque chose de plutôt intéressant, notamment pour nettoyer le corps. Je t'invite notamment à lire les travaux du docteur Osumi, prix Nobel de médecine en 2016, qui a travaillé sur le jeûne, mais pas sur le jeûne intermittent, sur des jeûnes de beaucoup plus longue durée. Mais là, on parle donc du coup de ce fameux jeûne intermittent à faire au quotidien. Au niveau des bienfaits, ça donne quoi? La première chose qui est notée, c'est un confort digestif non négligeable. Forcément, tu ne vas pas manger pendant 16 à 23 heures par jour, donc ton tube digestif va être reposé pendant toute cette période-là. C'est d'ailleurs, selon moi, peut-être le seul argument qui peut te mener à réfléchir à adopter ce modèle alimentaire ou pas. Par contre, si tu souhaites perdre du poids, crois-moi que c'est pas du tout fait pour toi et c'est pas du tout l'objectif du jeûne intermittent. Les adeptes du jeûne intermittent disent aussi une certaine légèreté. Encore une fois, c'est assez logique, hein. Tu sais que si tu manges un petit peu trop, tu vas avoir une petite sensation de somnolence, par exemple l'envie de faire une sieste vers 14 heures, et donc sauter certains repas et ne manger que sur une courte période de la journée faciliterait un petit peu cette sensation de légèreté, de mieux te sentir, d'avoir plus d'énergie finalement. Au niveau des inconvénients, il y en a beaucoup. Et encore une fois, je te précise que moi j'ai rien contre le jeûne intermittent. Tout ce que je vais te dire là est soit tiré d'études scientifiques, d'ailleurs comme à chaque fois tu peux retrouver toutes les sources dans la description de la vidéo, soit de mon expérience en tant que nutritionniste et de ce que les patients me disent au quotidien. Première chose, énormément de fatigue. Ben oui, forcément. Les deux choses qui apportent de l'énergie à ton corps, c'est le sommeil et ton alimentation. Donc en te privant de manger pendant les 3/4 de ta journée, voire même 95% de ta journée si tu fais un jeûne de 23 heures, bah tu vas beaucoup manquer d'énergie. Deuxièmement, c'est très difficile à tenir. C'est pas du tout adaptable en fait comme principe. Imaginons que tu sois dans un jeûne intermittent et que demain il y ait ton meilleur ami ou ton frère qui se marie. Mais qu'est-ce que tu vas faire du coup? Tu vas pas manger? Tu vas te priver de cette vie sociale pour du coup te tenir au jeûne intermittent. Tu vois, ça n'a pas trop de sens finalement. Bien évidemment, en plus de tout ça, tu vas avoir un petit peu la tête qui tourne, des sensations de vertige, et pour répondre à ça, ton cerveau va t'envoyer des messages très puissants pour réclamer du sucre, qui est finalement la source d'énergie préférée de ton cerveau, parce que la plus rapide à fournir de l'énergie en fait. Donc tu vas devoir lutter pour ne pas manger pendant cette période-là, alors que ton cerveau ne fait que te dire mange du sucre, mange du sucre, mange du sucre. C'est très compliqué à tenir.
Et bien évidemment, tout ça va engendrer encore une fois des troubles du comportement alimentaire. À force de te battre contre ton cerveau, à force de te battre contre ton corps et contre tes envies, tu vas avoir un petit déblocage qui va se faire ici et ton rapport à l'alimentation va devenir très malsain. Et en plus de ça, ton corps va pas du tout apprécier ce qui se passe parce que ton cerveau va fabriquer une hormone qu'on appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc finalement, tu vas avoir un corps qui est complètement stressé, qui tourne à 100%, pareil pour ton cerveau, alors que tu n'apportes pas du tout l'énergie nécessaire à ton corps pour pouvoir subir ce genre de modification. Et puis du coup, manger sur une période très très courte comme ça fait que sur un repas, tu dois manger énormément finalement. Déjà, pour ne pas manquer d'énergie et apporter toutes les calories dont ton corps a besoin, ça va être compliqué. Je te donne un exemple. Moi, mon besoin calorique à la journée, il est à peu près de 3200 calories. Je fais 1m90, 90 kg, je fais beaucoup de sport, je suis un garçon, donc j'ai des besoins caloriques assez hauts. Imagine que je doive manger mes 3200 calories sur une heure. Je n'ai pas d'autre solution que de manger des aliments de mauvaise qualité. Et puis, il faut aussi te rendre compte de quelque chose, c'est que du coup, manger énormément sur une période très courte, certes, ça va reposer ton estomac et tes intestins sur le reste du temps, mais sur cette période-là, la digestion derrière, elle va vraiment être costaud, quoi. Et puis, forcément, tu ne manges pas que des calories, tu manges des vitamines, des minéraux, etc. Et donc, avoir une fenêtre de tir aussi courte que ça dans la journée, ça fait que quasiment systématiquement, derrière, tu vas avoir des carences. Ou alors, comme beaucoup d'adeptes du jeûne intermittent, tu vas devoir te gaver de compléments alimentaires. Ce qui n'est pas du tout une bonne idée, ni pour ta santé, ni pour ton approche de l'alimentation, ni pour ton portefeuille. Et encore une fois, pour conclure par rapport à ce modèle, c'est exactement la même chose que les deux précédents dont je viens de te parler. Le constat de base, il est assez intéressant. Oui, effectivement, peut-être qu'on n'est pas obligé de manger le matin, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée, c'est pas vrai, il faut écouter son appétit, on peut peut-être prendre une collation dans la matinée, voire ne pas manger le matin. Oui, il faut essayer de ne pas manger trop tard le soir afin d'avoir une nuit qui se passe bien, tout ça je suis entièrement d'accord. Mais de là encore une fois à pousser tout ça dans un extrême, c'est pas la bonne solution, puisque ça en fait une nouvelle fois un modèle alimentaire dangereux. Beaucoup moins dangereux que le régime cétogène et que le régime paléo pour ta santé, mais d'un point de vue psychologique, crois-moi que ça fait énormément de dégâts. Donc le bilan de tout ça, c'est lequel? Quel modèle alimentaire choisir? Le seul et unique modèle alimentaire qui soit incontestable, qui a fait ses preuves, c'est l'équilibre alimentaire. Et si tu veux mon avis un peu plus précis, l'équilibre alimentaire avec une touche de régime méditerranéen. Ce qu'on appelle le régime crétois, qui ressemble beaucoup à la façon de s'alimenter qu'on a aussi au Japon. Des légumes frais et locaux, des bonnes graisses, des aliments peu transformés, du bon gras grâce à des oléagineux et à des bons poissons, un petit peu d'activité physique, tu vois, des choses logiques finalement, et des choses surtout qui ne sont pas du tout poussées dans un extrême comme tous les modèles alimentaires dont je viens de te parler aujourd'hui. Et puis je vais te faire une confession, il est grand temps que tu arrêtes de croire au miracle. Tous les 5-10 ans, il y a un nouveau modèle alimentaire à la mode qui sort. Rappelle-toi du régime Dukan, rappelle-toi du régime Montignac, rappelle-toi du régime soupe aux choux. Il y en a des centaines qui ont vu le jour à une vitesse phénoménale et qui ont disparu aussi vite. Crois-moi que tout ce dont je viens de te parler aujourd'hui, dans 5 à 10 ans, ce sera terminé parce qu'on se sera rendu compte qu'à part flinguer ta santé, ça ne va rien t'apporter du tout. Si tu veux en apprendre plus sur l'équilibre alimentaire, je t'invite à aller sur mon site lenutriscope.fr où j'ai sorti des programmes spécifiques pour les femmes, pour les hommes et les femmes ménopausées pour t'apprendre à manger équilibré à ton rythme. Et bientôt, même si ce n'est pas encore le cas au moment où je tourne cette vidéo, il y aura d'autres programmes pour l'endométriose, le SOPK, le diabète, les cancers, etc. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, je t'encourage à me laisser un like et à t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt. Bonne journée. Salut.